Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue donc pour cette nouvelle séance de l'Université populaire d'histoire. Nous avons le plaisir d'accueillir bien sûr un habitué de l'Unipop depuis quasiment les origines, de l'Unipop Histoire en particulier, donc Patrick Richet, que vous connaissez bien, qui est, j'ai envie de résumer, une cheville ouvrière du cinéma, du festival et de l'Université populaire d'histoire. Donc concrètement, Patrick est non seulement professeur honoraire d'histoire en chaire supérieure, on dit ça comme ça ? Voilà. Il est également membre du conseil d'administration de l'association Cinéma Jean Eustache. Il est membre du comité de programmation de l'Université populaire d'histoire, concrètement chaque année aux alentours du mois de mars, c'est-à-dire dans 15 jours, en fait, il y a une dizaine d'universitaires, d'historiens, de membres de l'équipe du festival qui se réunissent et chacun arrive avec ses propositions et on jette en quelque sorte les bases, toutes les pistes de la programmation à venir. Et j'en profite pour vous dire que si jamais vous avez des idées de livres, de films, d'intervenants, de sujets, c'est le moment ou jamais. Voilà, vous pouvez nous adresser par mail. Je continue avec la présentation de Patrick. Il est également, depuis 5-6 ans, rédacteur de dossiers pédagogiques pour le Festival du film d'histoire. C'est très important parce que c'est des vrais outils de travail pour les professeurs qui sont de plus en plus nombreux à participer au festival. Et enfin, il est membre du jury du prix du livre d'histoire du cinéma. Ça veut dire qu'il lit énormément de livres et participe donc au choix du livre qui aura un prix. Et j'en profite pour dire que jeudi prochain, nous accueillerons dans le cadre de l'Unipop Cinéma, Art et Littérature Morgane Lefebvre, qui a reçu le prix du livre d'histoire du cinéma, non pas en 2022, mais en 2021, pour un livre passionnant consacré au studio de cinéma dans les années 30-40. Et enfin, je terminerai ma présentation en rappelant quelques interventions de Patrick à l'Unipop. Donc vous vous souvenez peut-être de ses interventions sur le Japon au Moyen-Âge, sur Hokusai et son temps, l'épidémie de choléra en 1832, l'Afghanistan, le grand jeu, et enfin les nouvelles guerres afghanes. Mais je pense que tu es intervenu d'autres fois. Oui, ouais. J'ai pas tout cité. Voilà, au moins une dizaine de fois. Donc un grand merci, toujours. Et puis, peut-être tu en parleras toi-même, mais tu as aussi vécu à Dakar, et c'est l'une des raisons du choix du sujet de ce soir. Merci, à toi la parole. Merci François, et bonsoir à toutes et à tous. Pour commencer, je voudrais évoquer un discours de Dakar qui a fait bondir beaucoup de monde en Afrique et en France. Vous en souvenez peut-être, c'est le discours de Nicolas Sarkozy qu'il prononça devant les étudiants de l'université de Dakar en juillet 2007. Après avoir reconnu les exactions de la colonisation, il a pris complètement à contre-pied son auditoire par cette formule restée dans les mémoires: le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Comment Henri Guénaud, qui a rédigé le discours de Sarkozy, a-t-il pu y introduire cette phrase ressentie comme une véritable insulte à l'Afrique, d'autant plus grossière qu'elle est proférée d'abord en un lieu particulier, Dakar, ville phare d'Afrique, située sur le promontoire du Cap-Vert, une sorte de tribune tournée vers le monde. Et ensuite, c'est devant un public particulier, les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop, qui porte précisément le nom d'un historien, Cheikh Anta Diop, fondateur d'une école historique appelée l'école historique de Dakar, qui voulait décoloniser l'histoire dans les années 60. On ne peut pas faire mieux, comme une arrogance, ou on peut qualifier aussi ce passage comme une sorte de délire un peu suprémaciste. Et la meilleure façon d'y répondre, finalement, c'est de relégitimer la démarche historique en l'appliquant précisément à la ville de Dakar. Alors pourquoi Dakar? Non pas parce que j'y ai vécu quelques années, mais parce que Dakar me paraît un bon sujet d'étude
pour interroger les modalités de la colonisation et leurs conséquences jusqu'à aujourd'hui. La ville, d'une façon générale, à plus forte raison la capitale d'un pays, est souvent considérée comme un résumé de son histoire et un condensé de ses problématiques. À quoi s'ajoute, et c'est particulièrement vrai dans le cas de Dakar, une dynamique propre qui fabrique l'identité de cette ville. Donc voici le plan que je vous propose. Non, il est... Voilà. Le plan que je vous propose, qui d'abord s'interrogera sur les cadres de ce que j'appelle une fondation coloniale. Comment ont-ils été mis en place? Quelles ont été les motivations, les résistances, les accélérations de cette construction qui fut lente, vous le voyez, puisque ça couvre un demi-siècle pratiquement, de 1857 au début du XXe siècle. Comment ensuite ont été tracés les contours de ce que j'appelle une capitale impériale, c'est-à-dire la capitale de l'AOF, ce qu'on appelait l'AOF, Afrique occidentale française, avec son décor de puissance, ses attributs économiques, le port bien entendu, mais aussi militaires, les bases et les casernes, donc du début du XXe jusqu'en 1945. Enfin, quelle mutation nouvelle de part et d'autre de l'indépendance. Là, je n'ai pas retenu la césure de 1960, elle me paraît moins pertinente pour le sujet que je veux traiter, puisque là, il s'agit de décrire la promotion de Dakar en véritable métropole africaine. Quels héritages ont subsisté ou non après l'indépendance? Quelle est la place de Dakar à la tête du Sénégal? Une tête trop lourde, disent souvent les urbanistes, pour un pays plus petit, réduit par rapport à l'AOF, mais quel est aussi le statut de Dakar à l'échelle de toute l'Afrique? Alors, 2010, c'est le terme de mon étude, parce que 2010 correspond à deux événements très significatifs commémorant le cinquantenaire de l'indépendance. C'est d'une part le Festival mondial des arts nègres, qu'on appelle aussi le FESMAN, une reprise saluée dans le monde entier après une longue interruption, puisque la précédente session du FESMAN avait eu lieu en 1977 à Lagos, au Nigeria. Mais la première, j'y reviendrai, a eu lieu en 1966, c'est la grande période de Senghor. Donc, première justification de l'année 2010, mais la deuxième, c'est celle que vous avez sous les yeux, l'inauguration en grande pompe du monument de la Renaissance africaine. Une énorme statue en bronze de plus de 50 mètres de hauteur qui dépasse la statue de la Liberté à New York, représentant une famille qui jaillit du sol avec une direction, un geste vers le ciel ou vers la mer, on ne sait pas très bien. Une œuvre voulue par le président de l'époque, Abdoulaye Wade, qui, je ne vous le cache pas, n'a pas fait l'unanimité, d'abord en raison de son coût exorbitant, et deuxièmement de son esthétique, alors qu'on va qualifier de très soviétique. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si c'est une entreprise nord-coréenne qui a assuré les travaux. Bon, mais quoi qu'on en pense, cette statue géante fait désormais partie du paysage dakarois. Donc, je commence par cette première partie consacrée à la fondation que je qualifie de coloniale. La première mention écrite de Dakar, je l'ai entourée d'un cercle rouge sur cette carte, figure justement sur une carte levée à la main en 1750 par un savant naturaliste français qui s'appelait Michel Adanson. On y voit la forme générale de la presqu'île du Cap-Vert avec ses caps. Alors, tout au nord, la pointe des Almadies, tout au sud, le cap Manuel. Et on peut repérer aussi les deux petits cônes volcaniques
appelées les mamelles. Je vais vous les montrer ici. Voilà, les mamelles. C'est d'ailleurs sur une des mamelles qu'a été édifié le monument de la Renaissance africaine que j'ai montré tout à l'heure. La presqu'île qui se termine en falaise du côté de la mer est rattachée au continent par des cordons dunaires qui forment deux grands arcs de cercle. Alors l'un très, très long au nord qui va jusqu'à Saint-Louis en réalité, qu'on appelle la Grande Côte, et au sud la Petite Côte. À l'abri du Cap-Vert, alors c'est pas très très distinct, mais ici, l'île de Gorée, ici, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. La végétation est bien évoquée, il s'agit d'un naturaliste, évidemment, il s'y intéressait particulièrement. Une végétation abondante autrefois, d'où le nom que donnèrent les Portugais qui ont reconnu un peu ces contrées-là à la fin du XVe siècle, qui donnèrent donc ce nom à ce cap. D'accord, non mais ça fonctionne. Si, merci. Ah bon, d'accord. Donc, des palmiers à huile dans les dépressions humides. Alors, la dépression des Niayes en particulier, que vous voyez ici. Seul endroit vraiment ravitaillé en eau, on peut dire. Les baobabs également. Il ne faut pas oublier que le baobab, c'est l'emblème du Sénégal, précisément. Ainsi que, alors, autre formation végétale, les tamariniers, d'où viendrait une première version du nom de Dakar. Selon une autre version, alors la plus reconnue, la plus répandue, Dakar, Dakarou, en Wolof, la langue principale au Sénégal, viendrait d'une expression signifiant lieu de refuge. Donc, ce qu'on doit en tirer, c'est qu'un Dakar africain existait donc bien avant la fondation coloniale. Il s'agissait d'un village, comme vous le voyez, appartenant à la communauté Lébou, qui s'est réfugiée sur le Cap-Vert depuis plusieurs siècles pour échapper à l'autorité du roi du Cayor. Le roi de Cayor régnait sur une partie du Sénégal située au nord du Cap-Vert. Cette communauté de pêcheurs, principalement, s'est implantée sur le pourtour de la presqu'île, alors à Dakar, bien sûr, mais également, vous le voyez au nord, le terme de Giof, qui est en fait une déformation de Yoff. On peut citer aussi le village de Ngor, on en parlera tout à l'heure. Une petite communauté, donc, organisée en république, on peut utiliser ce terme, dont l'institution territoriale de base est le PENC, P-E-N-C, comme vous le voyez écrit ici. Alors, qu'est-ce qu'un PENC? C'est un quartier ayant en général un ancêtre commun, identifié par ce quartier, identifié par son arbre à palabre, en général donc un baobab, où sont prises les décisions, et un lieu de prière, les Lébous étant musulmans comme une grande majorité, à peu près 80 à 90% des Sénégalais. Dakar avait 12 de ces quartiers, 12 PENC, groupés en fédérations sous l'autorité d'un chef, le Sérigne en Wolof, que les Français appelleront le roi de Dakar. La carte postale que vous avez sous les yeux, qui date des années 1900, montre ce qu'est justement, plus particulièrement un PENC, avec ces deux particularités. Une religieuse, c'est la petite aire de prière que vous voyez en blanc. C'est en fait une toute petite mosquée avec un enclos où on fait la prière à l'air libre. Et puis l'autre composante du PENC, c'est cet énorme arbre qui figure évidemment sur cette carte. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui encore, à la Médina, un des grands quartiers de Dakar, on y reviendra, on retrouve cette disposition avec le gros arbre
et en arrière, les bâtiments d'une mosquée. Donc voilà le contexte général, mais maintenant, les Français dans cette affaire. Alors, les Français, leur présence est ancienne aussi, mais beaucoup moins, évidemment. C'est sous le règne de Louis XIV, au XVIIe, que les Français se sont emparés de 2 îles sur la côte du Sénégal. L'une au nord, à l'embouchure du fleuve Sénégal, où ils ont fondé Saint-Louis, qui est devenu le siège du gouverneur des établissements français du Sénégal. L'autre île est l'île de Gorée, que j'ai signalée tout à l'heure, dans la rade abritée par la presqu'île du Cap-Vert, un lieu emblématique de la traite négrière. Au milieu du XIXe, ces 2 sites, donc Saint-Louis et Gorée, ont une superficie trop limitée qui ne correspond plus aux besoins des négociants français qui veulent s'implanter sur la terre ferme afin d'entreposer les graines d'une culture en plein développement dont ils sont friands, qu'ils achètent. Il s'agit de l'arachide, une plante qui s'est acclimatée, qui vient d'Amérique du Sud, mais qui s'est acclimatée depuis des siècles et qui pousse très bien justement dans le sol très léger, sableux du Cap-Vert en particulier, mais de tout l'intérieur aussi du Sénégal. Mais alors, avant cela même, les négociants français veulent faire abolir les taxes que leur font payer les lébous sur leur commerce. Et c'est d'ailleurs le motif principal de l'intervention en 1857. De la masse des documents conservés, très bien conservés d'ailleurs aux archives de Dakar, qui racontent en détail cette prise de possession, j'ai extrait un passage particulièrement éclairant d'une lettre du commandant de Gorée au gouverneur en date du 27 mars 1852. Alors, on va la lire ensemble si vous voulez. Si nous considérons les gens de la presqu'île comme une peuplade qui est sous notre protection, nous ne devons souffrir qu'elle crée arbitrairement une taxe sur les marchandises apportées à Dakar par nos négociants. Si au contraire, nous envisageons la presqu'île et ses habitants comme un État avec lequel il faille traiter et qui doit avoir son libre arbitre, nous sommes forcés de subir les caprices des autorités de Dakar en matière de taxes, ou bien nous devons forcer ces gens à passer un traité. Alors, l'alternative, vous le voyez présentée ici, résume parfaitement le cynisme des arguments du colonisateur. Qu'on les considère comme une peuplade, je reprends les termes de cette lettre, ou comme un État, il n'est pas question de tolérer que ces gens, c'est comme ça qu'ils sont désignés, encore une fois, aient la prétention d'imposer des taxes, ce qui est pourtant tout à fait naturel entre les pays européens, et c'est ce qu'on appelle tout simplement des droits de douane. Mais là, on en retire toute la possibilité pour ces gens, entre guillemets. De façon claire, vous le voyez, cet argumentaire interdit toute autonomie au territoire qu'on projette évidemment de conquérir. Alors c'est 5 ans après cette lettre, en 1857, que l'initiative de prendre pied sur la presqu'île est prise. Elle ne vient pas du gouverneur à Saint-Louis, qui est alors le célèbre Louis Faidherbe. À l'époque, il est bien trop occupé par la conquête intérieure le long du fleuve Sénégal. Non, l'initiative vient en fait de la marine, en la personne du commandant de Gorée, qui est toujours un officier supérieur de marine, qui avait enfin reçu, après bien des demandes, l'aval de son ministère. La prise de possession en 1857 s'est faite en 2 étapes. Au début de l'année, mi-janvier, le commandant Protet, prétextant un exercice militaire, débarque à Dakar avec quelques centaines d'hommes et occupe ce qu'on appelait l'habitation Jaubert, c'est-à-dire une habitation, une maison de colons qu'il avait fait acheter au préalable et qu'il transforme immédiatement en fortin. Une occupation sans coup de feu, en douceur,
sans réaction d'hostilité de la population, puisqu'il s'agit d'un exercice militaire. Mais le 25 mai suivant, Protet profite de la fête de la fin du Ramadan, qui est un moment de réjouissance, pour distribuer aux chefs de quartier des drapeaux français. Et en même temps, il fait hisser lui-même le drapeau français sur le fortin. Et le tour est joué. Non seulement Dakar, mais toute la presqu'île sont placés sous protectorat français, ce qui est, une fois de plus, assez bien accepté parce que la présence française rassure face à la potentielle menace, toujours, du roi du Cayor. Les Français prennent soin d'entretenir de bons rapports avec les chefs lébous, à qui ils font des cadeaux et versent même des pensions pendant de nombreuses années encore après 1857. D'autre part, les lébous sont considérés, en principe, toujours comme propriétaires du sol qu'ils habitent et qu'ils cultivent. Cette reconnaissance est en fait à géométrie variable en fonction des circonstances, on le verra. En 1862, entre en scène celui qui est présenté comme le vrai fondateur de Dakar. Il s'agit de Pinel-Laprade, un officier de génie, un officier du génie, peut-être de génie aussi, mais non, de l'arme qu'on appelle le génie, comme fait d'armes d'ailleurs, et il sera lui aussi gouverneur du Sénégal plus tard. Mais pour l'heure, en 1862, il est chargé, comme vous le voyez, de dresser un plan. Il s'agit du plan de la future ville, bien entendu. Ce qui saute aux yeux sur ce plan, évidemment, c'est son ordonnancement. Un plan orthogonal dont les rues sont orientées nord-sud et est-ouest, avec une place centrale, vous voyez le numéro 8, la place alors baptisée Protet, du nom de l'officier de marine qui a mis les pieds le premier à Dakar, une place sur laquelle et autour de laquelle sont distribués les bâtiments essentiels de la colonisation. Administration, bien sûr, église sur la place elle-même, numéro 9, caserne au fond, tribunal, école, et le 7 étant le fortin aménagé donc, à la place de l'habitation Jaubert. Un plan, en fait, qui n'a rien d'original, qui est typique de l'urbanisme colonial, qui était pratiqué aussi en Algérie et qui a servi de laboratoire d'ailleurs en la matière. Alors si on regarde plus attentivement maintenant, ce plan se surimpose en réalité à une trame préexistante que vous voyez, c'est la trame des quartiers du village Lébou. Alors, je vais vous en montrer là quelques éléments ici. Ça, ce sont les enclos des concessions et ces petits points noirs, ce sont les paillotes. Donc là, vous avez un ensemble ici plutôt à l'ouest du futur Dakar. Et ici, vous avez un autre ensemble, un autre quartier avec ses enclos et ses paillotes. Mais le cartographe ne donne aucun renseignement sur ces éléments. Dans la légende, rien n'apparaît, aucun nom, de sorte qu'on peut se demander de quoi il s'agit. J'ai cru d'abord au début qu'il s'agissait du relief, mais non, le relief est complètement plat. Et non, il s'agit du village primitif, du village de Dakar. Donc c'est assez saisissant de voir comment, là aussi, se matérialise la colonisation. On peut donc comprendre comment, petit à petit, cet embryon de ville s'est implanté sur alors, une banquette naturelle qui domine le futur port. Le port sera aménagé au nord. Une banquette bien ventilée par l'Alizé, c'est le vent qui souffle venant de la mer, et à qui on donnera assez vite le nom de plateau. Le terme désigne encore aujourd'hui l'hypercentre de Dakar. Ce que vous voyez, c'est encore ce qu'on appelle le plateau. Et par mimétisme d'ailleurs, Abidjan, par exemple, aura
aussi son plateau. C'est le nom un peu générique du centre des grandes villes coloniales. En dépit de ce site privilégié, pendant une dizaine d'années, cette petite ville coloniale de Dakar ne compte que quelques milliers d'habitants, et encore, c'est la totalité de la population, c'est-à-dire population sénégalaise et française. Les Français étant peut-être 1000 à tout casser pendant une trentaine d'années. C'est donc pendant longtemps une ville sur le papier, d'une certaine façon. Et il faut dire que les critiques contre Dakar sont assez nombreuses. Une lettre des négociants, en 1870, en donne une idée en dénonçant, je cite, « ce gouffre de Dakar, gouffre financier, création fastueuse autant qu'inutile, où sont les habitants, quel est le chiffre des exportations ?» Autrement dit, les négociants qui ont demandé à corps et à cri une installation sur le continent s'interrogent maintenant et disent que finalement, ça ne sert pas à grand-chose, cette ville. Pierre Loti, officier de marine, on le sait, qui est de passage également à Dakar ces années-là, écrit dans sa correspondance « C'est une vraie solitude que Dakar et un pays affreusement triste ». Autrement dit, ce n'est pas un lieu particulièrement apprécié. Pourtant, le port existe déjà. Il est ouvert depuis 1866 au trafic. Il y a même des paquebots qui abordent à Dakar, des paquebots appartenant à la ligne Bordeaux-Rio de Janeiro, qui font escale. Il y a un phare aux Mamelles. Une des deux Mamelles est surmontée d'un phare depuis 1864. Des jetées ont été construites. La rade de Dakar est réputée sûre, à l'abri des vents d'ouest et du phénomène de la barre. La barre, ce sont de très très grosses vagues qui gênent l'approche du rivage. Mais on n'a pas d'effet de barre là, grâce à l'abri finalement naturel du Cap-Vert. En fait, ce qui sort Dakar de sa demi-torpeur, ce sont deux événements en 1885. L'un est international, il est très connu, c'est la fameuse conférence de Berlin qui donne le coup d'envoi d'une compétition coloniale entre les grandes puissances en Afrique. Dakar va alors apparaître comme un site stratégique à privilégier dans la politique française, la politique africaine de la France. L'autre événement de 85, il est lui local. C'est l'inauguration de la ligne de chemin de fer Dakar-Saint-Louis qui vient d'être terminée et qui s'avère vitale enfin pour le transport de l'arachide. Le train partant de Saint-Louis s'arrête tous les 20-30 km aux escales, c'est le nom qu'on leur donne, pour charger la récolte à la saison de la traite. C'est le nom aussi qu'on donne à cette opération qui correspond la traite à la saison sèche de novembre à avril. Donc vous le voyez, tout un vocabulaire, escale, traite, hérité des trafics maritimes d'antan. La gare de Dakar est située tout près du port où s'accumulent ce qu'on appelle les sécos avant l'embarquement. Alors voici une carte postale, encore une fois des années 1900, qui montre un séco, c'est-à-dire l'accumulation de graines d'arachide, enfin d'arachide en coque, qui continue à sécher avant d'être embarqué à bord des navires. Une deuxième ligne de chemin de fer, appelée le Dakar-Niger, dont la construction débute peu après 1885, mais qui a pris plus de temps, va diffuser la culture de l'arachide vers l'est, c'est-à-dire vers l'intérieur du Sénégal, et accroître évidemment encore le trafic. Ces grands travaux, qui bénéficieront évidemment très vite à Dakar, ne sont pas réalisés sans exaction ni brutalité. Le Dakar-Saint-Louis est construit après élimination du roi du Cayor, Lat Dior, et le Dakar-Niger, quant à lui, est jalonné de cimetières de travailleurs morts à la tâche. Dès lors, le port de Dakar,
lui aussi, ne va cesser de s'agrandir. Nouvelle digue, construction d'une grande forme de radoub de 200 mètres de longueur. C'est la plus grande forme de radoub que l'on trouve entre le canal de Gibraltar et le Cap, le détroit de Gibraltar plutôt et le Cap. On construit également de nouveaux quais, de nouveaux môles qui accueilleront à la fois les navires de guerre et les paquebots et cargos. Alors, vous le voyez peut-être sur la carte postale ici, vous voyez esquisser le nom de Morel-et-Prom, mais qui est une maison de commerce bordelaise d'origine. Sur cette autre carte postale des années 20, un peu plus tard, les maisons de commerce bordelaises bien connues sont représentées, Buan et Tesser en particulier. On pourrait citer également la maison Périssac, Morel-et-Prom est tout au fond. Et vous voyez qu'à cette époque, le trafic est intense. On voit bien l'accumulation des produits venant de France, des barriques d'un côté, barriques de vin bien entendu, des poutrelles métalliques pour la construction, d'autres matériaux de construction, parce que ça c'est une règle générale, c'est la métropole qui fournit tous les produits fabriqués, tous les matériaux même de construction, y compris le bois, les planches, etc. La colonie, en principe, fournit de la matière première, uniquement de la matière première, là c'est l'arachide, tout le reste vient de la métropole. En une vingtaine d'années, à la charnière 19e-20e siècle, Dakar va connaître également une double mutation d'un autre ordre. D'abord, son statut administratif change. Au départ, on l'a dit, excroissance un peu de l'île de Gorée à ses débuts, la ville s'affranchit de cette tutelle et devient commune de plein exercice en 1887. C'est la 4e commune du Sénégal à obtenir ce statut, après Saint-Louis, Gorée et Rufisque. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement, commune de plein exercice? Ça signifie que les habitants, quelle que soit leur origine, africaine ou européenne, mais il faut qu'ils soient habitants évidemment de la ville, détiennent désormais les mêmes droits civils et politiques, en particulier le droit de participer aux élections municipales et législatives. En effet, à Dakar, ainsi que dans les autres villes, les autres villes participent, les 4 communes de plein exercice participent à la désignation d'un député élu à la Chambre, donc régulièrement. Les débats municipaux, proprement dit, sont, il faut le reconnaître, assez atones. J'ai regardé un peu les archives quand j'y étais. Bon, ce n'est pas une vie très intense, mais ce qui est amusant, c'est que la vie municipale est dominée par une droite. Il y a une droite et une gauche, une droite très majoritaire, appelée significativement le Parti bordelais, qui représente les intérêts des grands négociants dont j'ai parlé tout à l'heure. Et d'ailleurs, le maire est presque toujours l'un d'entre eux. Il faut attendre 1920 pour avoir un maire sénégalais. Il s'agit de Blaise Diagne, qui a commencé par être d'abord élu député en 1914. Autre mutation, Dakar, et peut-être encore de plus grande importance, Dakar devient le siège en 1902 du gouverneur général de toute l'Afrique occidentale française, de l'AOF. Un personnage très important, véritable proconsul, dont le pouvoir est sans partage dans cet énorme territoire qui comprend le Sénégal par conséquent, le Soudan, c'est-à-dire le Mali actuel, la Mauritanie au nord, la Guinée au sud, la Côte d'Ivoire, la Haute-Volta, le Burkina Faso d'aujourd'hui, le Niger et enfin ce qu'on appelait le Dahomey, c'est-à-dire le Bénin. Plus de 4 millions de kilomètres carrés, soit
7 à 8 fois la France. Donc, Dakar, sans avoir été capitale du Sénégal, c'est toujours Saint-Louis, est devenue d'un seul coup une des capitales de l'empire colonial français. Et il en restera évidemment beaucoup de traces. Enfin, se disent les Français, on va réaliser la totalité du plan de Pinay-Laprade et on va même l'étendre. Alors voici un plan datant des années un petit peu postérieures à la guerre de 14-18, mais qui montre l'extension très nette de Dakar. Le Dakar d'origine, enfin le Dakar colonial, vous le reconnaissez, avec la place Protet. Je vais plutôt me tourner. La place Protet, alors qui s'est appelée après 1960, la place de l'Indépendance. Vous reconnaissez ici donc tout le centre qui avait été dessiné par Pinay-Laprade, les aménagements portuaires, la gare ici, tout près du port évidemment, le palais du gouverneur, ici, du gouverneur général, dont je reparlais tout à l'heure, et puis autour des établissements hospitaliers ou des casernes tout autour de la ville. Mais cette extension, donc déjà remarquable, est incompatible avec le maintien des quartiers lébous. Beaucoup, alors, d'entre eux vont connaître une migration en plusieurs étapes qui est bien illustrée par cette carte d'un géographe sénégalais qui a interrogé un ancien sérigne, c'est-à-dire une autorité, on va dire, un très vieux chef, qui lui a permis de cartographier la migration, littéralement, des quartiers lébous vers l'ouest. Ils sont progressivement déportés, si vous voulez, vers l'ouest. Les premiers concernés de ces quartiers étaient au bord du rivage d'abord. Ils ont été expropriés pour laisser place au port. Puis ce sont les quartiers situés à la pointe est. Et enfin, tous ceux qui se trouvaient autour de la place Protet, au cœur du plateau. Les quartiers lébous de Dakar doivent déguerpir, c'est le terme qu'on utilise, au-delà de d'une rue assez symbolique, la rue Vincent, qui apparaît être la limite entre la ville blanche et la ville indigène. Les autorités vont utiliser de plus en plus l'argument sanitaire pour déplacer la population africaine. Alors il est vrai que les épidémies sont fréquentes à Dakar à la fin du 19e. Fièvre jaune, choléra, malaria se succèdent. Ces épidémies sont souvent dues à la stagnation des eaux au moment de l'hivernage, mais on en rend tout de suite responsable l'habitat indigène. Et cette première phase de déguerpissement, il y en aura d'autres, culmine en particulier avec ce qu'on a appelé la peste de 1914 à la veille de la guerre. La question a été bien étudiée par un grand historien, Elikiam Bokolo. Il a bien mis en lumière que la peste a été l'occasion de prendre des mesures de ségrégation spatiale radicales. Alors cette peste qui dévaste surtout la population africaine, qui fait 1400 morts en quelques mois, a déclenché des réactions cette fois assez violentes. Parce que jusqu'ici, le déplacement des quartiers lébous se faisait relativement pacifiquement. Mais là, les mesures sanitaires sont drastiques. L'autorité coloniale fait systématiquement brûler les habitations et veut transférer de façon autoritaire les quartiers indigènes dits insalubres dans une zone dite de ségrégation sanitaire qui est située très loin, cette fois à l'ouest du plateau, séparée même de la ville par une dépression marécageuse. Ce nouveau quartier, ce sera la Médina, dont voici une carte. Alors, vous devinez la ville à droite et cette création de toutes pièces
au-delà d'une zone verte, c'est-à-dire une zone de dépression marécageuse, créée donc assez loin, en fait à 2-3 km de la ville originelle. Ce sera donc la Médina. Alors, et vous voyez que cette Médina est dans un état de relatif désolement, avec, ce n'est pas des rues, ce sont de simples allées sableuses, mais avec un plan toujours orthogonal, selon la bonne règle coloniale. Alors, Médina, c'est vrai que ça évoque au Maroc, en Algérie, un quartier ancien. Mais à Dakar, c'est un quartier récent, conçu donc pour reléguer la population. Donc, un habitat précaire, de paillotes, de baraques en bois, des rues sans revêtement, un assainissement inexistant et un ravitaillement en eau également inexistant. Les habitants sont obligés de creuser des puits. Cette relégation est emblématique de la méthode employée pour décongestionner Dakar Centre. Et le déguerpissement devient une méthode de gestion des problèmes urbains, on le reverra. Alors j'aborde maintenant la grande phase impériale de Dakar, en conformité avec son rôle de capitale de l'AOF. Dakar se doit de présenter une image de grandeur, de puissance et de prestige. D'abord pour impressionner les colonisés, les convaincre de la légitimité de l'autorité à laquelle ils sont soumis. Ensuite, pour flatter l'opinion française, la rendre fière de l'œuvre de civilisation, entre guillemets, de la France. Enfin, c'est un signal envoyé aux autres puissances coloniales, l'anglaise en particulier, qui joue sur le même registre. Cette intention a laissé des traces architecturales dont la plupart survivent encore, avec deux grandes phases de construction remarquables, chacune ayant un style qui lui est propre. D'abord entre 1900 et 1914, en lien donc avec la promotion de Dakar à la tête de l'AOF, puis autour de 1930, à l'apogée, on va dire, de la fierté impériale en France, portée à son comble lors de l'exposition, la grande exposition coloniale de 1931 à Paris. Alors, relève de la première phase, évidemment, le palais du gouverneur général, achevé en 1907, qui a été construit, vous l'avez vu, un peu à l'écart de la ville, au-dessus des falaises de l'Anse-Bernard, de façon à être très visible des bateaux qui passent devant pour se rendre au port. Alors on dit que c'est ce palais du gouverneur général un bon exemple du style, entre guillemets, vainqueur. Élévation, massivité, petit clocheton pour monter au plus haut, évidemment, le drapeau français. Deuxième, alors vous voyez la transformation de cet édifice après l'indépendance. Ce palais est devenu palais de la République. Il a été débarrassé de ses fioritures, mais reste un élément essentiel, évidemment, de l'identité de Dakar. Autre bâtiment assez emblématique, l'hôtel de ville, construit vers 1910, dans un style qu'on peut qualifier de néo-renaissance, tout à fait étonnant ici. Vous voyez que la légende de la carte postale signale jour d'élection et tient même à ajouter les électeurs, désignant donc la foule africaine endimanchée à cette occasion. Le message assimilationniste est clair. Ces gens, comme disait le texte tout à l'heure, eh bien, sont aussi des électeurs avec les mêmes caractéristiques que dans une mairie française. À côté de ces édifices publics, d'autres constructions témoignent des fonctions de la ville. La gare, en particulier, terminée donc juste avant la guerre de 14-18, située, vous l'avez vu, tout près du port, un élément structurant de tout un quartier, finalement comme dans bien des villes françaises. On parle de quartier de la gare. Dakar a aussi son quartier de la gare, près du port.
L'architecture, vous le noterez, est assez moderniste, qui mêle la brique et les structures métalliques. Alors, un petit peu semblable, le marché, appelé marché Kermel, on n'a pas encore noté son nom à cette époque, son architecture aussi emprunte à différents éléments esthétiques qui n'ont, il faut le signaler évidemment, aucun rapport avec la culture locale. La structure métallique rappelle un peu les pavillons de Baltard à Paris, et la forme des porches évoque plutôt l'architecture mauresque. Alors, ce marché Kermel est un haut lieu de sociabilité européenne, parce qu'évidemment, les Européens ne s'approvisionnent pas sur les marchés africains en plein air. Bon, je passe sur la construction privée. Elle n'a rien de remarquable. Elle ressemble beaucoup à celle des autres villes coloniales, des villas de style néo-basque ou néo-provençal. La deuxième phase de construction d'édifices remarquables se situe dans les années 30. Le temps, à ce moment-là, n'est plus à l'affirmation de la domination. On passe alors au style protecteur, censé donner plus de place aux particularismes locaux. Tout un travail d'élaboration d'architecture présenté comme originel est testé à l'occasion des grandes expositions coloniales. À Paris ou dans les grandes villes, il y a eu des expositions coloniales à Bordeaux également. Chaque pavillon représentant une colonie est conçu en fait par des architectes français qui utilisent des éléments décoratifs locaux. C'est ainsi qu'on va opter, en ce qui concerne l'AOF, pour le style soudano-sahélien tel qu'on peut l'observer au Mali actuel, à Tombouctou, à Djenné ou à Mopti. La cathédrale de Dakar, dite du souvenir africain, est typique de cette sorte d'hybridation. Alors ici, on peut parler d'hybridation entre des caractéristiques de type byzantin, la coupole, et certains attributs soudano-sahéliens, les pylônes d'entrée par exemple. D'autres édifices construits autour de 1930 sont nettement des décalques de l'architecture de la grande mosquée de Djenné. Ce sont d'abord des bâtiments de type hospitalier, la maternité dite indigène, alors on a rajouté le mot à la main, ou encore la polyclinique Roum en dessous. Le bâtiment à droite qui accueille l'Institut Pasteur en 1934 est un peu plus tardif. Il témoigne déjà d'une atténuation de la référence soudano-sahélienne dans une conception globalement art déco. Avec le marché de Sandaga, inauguré en 1935, on le voit ici, le jour d'inauguration, on revient alors, à ce que j'appellerais du soudano-sahélien stylisé. Ce marché, situé à la jonction entre le plateau et la ville indigène, est destiné essentiellement aux Africains. C'est en fait le symétrique du marché Kermel, réservé aux Toubabs, c'est-à-dire aux Blancs, à l'autre extrémité du plateau. À la fin des années 30, donc, Dakar est alors on peut considérer une capitale coloniale achevée, avec aux quatre coins de la ville des édifices qui sont autant de repères pour l'Européen comme pour l'Africain. Pratiquement, il faut savoir que tous ces édifices, ceux qui ont visité Dakar le savent, ont été conservés. Certains ont été même reconstruits après destruction. C'est le cas du marché de Kermel qui a brûlé, je crois, à la fin des années 1990 et qui a été construit à l'identique. D'autres ont été reconstruits mais ou adaptés, on va dire, selon les critères du temps, comme le Palais de la République dont j'ai montré tout à l'heure une photographie. Cela montre à l'évidence l'attachement, mais aussi la réappropriation par les habitants du décor urbain hérité de la colonisation. Un autre exemple d'attachement, de détachement, puis de réhabilitation est la fameuse statue dite de Demba et Dupont. Alors les habitants, les Dakarois, ont beaucoup d'humour et ils ont désigné très vite cet ensemble
des deux personnages, Demba et Dupont. Ils les ont baptisés ainsi. C'est évidemment un petit clin d'œil. Donc une statue édifiée en 1923 pour commémorer la victoire et les combattants de la guerre 14-18. Ce n'est pas un monument aux morts, c'est un monument consacré à la victoire. Alors, c'est aussi une statue, évidemment, au message idéologique assez clair. La tranchée a fait naître une fraternité nouvelle, veut-on dire. Mais si on regarde bien, on voit quand même que c'est le poilu français qui brandit les lauriers et qu'il pose une main, disons, assez paternaliste sur l'épaule du Sénégalais. Une statue symbole qui, après l'indépendance, a été déplacée, voire reléguée même dans un cimetière, mais qui est remise depuis peu à l'honneur devant la gare elle-même rénovée, on la voit derrière, et la place elle-même a été renommée, elle s'appelle Place du Tirailleur actuellement. Donc il y a une réhabilitation de cette statue de façon assez étonnante. Alors la transition est toute trouvée pour évoquer la relation de Dakar avec la chose militaire. Dakar, évidemment, par sa situation, a été très tôt identifié comme un site stratégique de première importance. D'abord, évidemment, par la marine de guerre, qui en a fait une base importante, ça explique que tout autour du Cap-Vert, des batteries ont été construites. D'ailleurs, on en voit quelques exemples dans le film Touki Bouki. Il y a tout un passage où la jeune fille déambule un peu dans d'anciennes fortifications qui datent de cette époque. Ce sont d'ailleurs ces batteries qui ont résisté en septembre 1940 à la tentative de De Gaulle, soutenue par la flotte anglaise, pour prendre Dakar aux vichistes. Mais ça a été un revers cuisant qui démoralisa d'ailleurs De Gaulle. Dakar est donc resté aux mains des militaires vichistes jusqu'en 1942 et ne s'est rallié qu'après le ralliement de Darlan en Algérie. Dakar est aussi un site stratégique pour l'aviation, puisque c'est le point d'Afrique le plus avancé vers l'Amérique du Sud. Alors cette affiche vante l'aéropostale dans les années 20-30. Ce sont les grandes années, puisque l'aéropostale relie à l'époque, par exemple, Toulouse à Buenos Aires en plusieurs escales. La traversée de l'Atlantique entre Dakar et Natal, au Brésil, se fait par hydravion à partir de 1935. C'est malheureusement lors d'un de ces vols que disparaît Mermoz à bord de la Croix du Sud en décembre 1936. À la fin de la guerre, en 1944-45, les Américains qui utilisent la base de Dakar agrandissent considérablement l'aérodrome de Ouakam. Mais la statue de Demba et Dupont renvoie aussi aux tirailleurs sénégalais proprement dit. Un sujet récemment mis en lumière par le film Tirailleurs, le film de Mathieu Vadepied où Omar Sy joue le rôle principal, qui a été présenté ici même en avant-première. Peut-être que vous avez participé à cette avant-première. C'est évidemment un sujet incontournable quand il s'agit de parler de l'histoire de Dakar. Or, il se trouve que 1857, date donc de la fondation de Dakar, est aussi la date de création des tirailleurs sénégalais par Faidherbe. Mais c'est seulement plus tard, vers 1880, que les tirailleurs sont définitivement basés à Dakar. Pendant la guerre, on le sait, le haut commandement, la guerre de 14-18, le haut commandement français n'a pas hésité à envoyer ce qu'il appelait la force noire dans les tranchées. Environ 200 000 tirailleurs sénégalais venant en fait de toute l'AOF ont combattu. On le sait courageusement avec des pertes importantes, mais à peu près de même ordre que les pertes françaises en réalité. En 1918, le premier député noir qui représente les 4 communes du Sénégal, Blaise Diagne, est chargé de recruter de nouveaux combattants.
il a fait une grande tournée à partir de Dakar pour lever de nouvelles troupes. Alors il faut comprendre, son optique était, après la guerre, de faire valoir ce sacrifice pour obtenir des droits pour les Africains. De fait, il a obtenu pour les anciens combattants les mêmes droits de citoyenneté que les habitants des 4 communes, mais la générosité entre guillemets de la France s'est arrêtée à cette catégorie. L'immense majorité des Africains des colonies reste composée encore de sujets. La séquence de la Deuxième Guerre mondiale s'achève à Dakar pour les tirailleurs sur une tragédie qui fut longtemps occultée, c'est le massacre de Tiaroy, qui a eu lieu le 1er décembre 1944. Alors il faut entrer un petit peu dans le détail. Un contingent de 1300 tirailleurs sénégalais qui avaient été retenus en captivité pendant 4 ans rentre alors à Dakar, c'est la fin de la guerre, enfin pas tout à fait encore, mais la France a été libérée, où ce contingent est transféré dans un camp qui se trouve à une quinzaine de kilomètres au nord de Dakar, mais toujours sur le Cap-Vert, au camp de Tiaroy. Et ils demandent les arriérés de leur solde, la solde qu'on leur doit, avant de rentrer au pays. Des échauffourées se produisent au camp, mais sans usage des armes, parce qu'on leur avait enlevé au préalable. Néanmoins, au petit matin du 1er décembre 1944, arrivent dans le camp une automitrailleuse et un char qui tirent sur la troupe qui avait été rassemblée au préalable. Les chiffres varient sur le nombre des morts. Au début, quand l'affaire commence à être connue, on parle de 30 à 60. C'est sans doute beaucoup plus. On parle de centaines, 200, 300 peut-être. Les archives militaires sont enfin accessibles, mais comportent des contradictions assez troublantes, comme si on avait, et on a voulu, maquiller les choses. Il n'est pas inutile de rappeler que les gradés qui ont ordonné ce massacre étaient des officiers ex-vichistes qui étaient restés planqués à Dakar, eux, pendant toute la guerre. Et il n'est pas excessif de supposer qu'ils ont voulu faire un exemple. Le massacre de Tiaroy prend sens, d'ailleurs, dans une série de répressions qui ont toutes le même but, réasseoir l'autorité française sur son empire. 1945, c'est le massacre de Sétif et Guelma en Algérie. 1946, c'est le bombardement d'Haïphong. 1947, c'est la répression sanglante à Madagascar, etc., etc. Alors, vous le savez, le massacre de Tiaroy, enfin, vous le savez peut-être pas, est le sujet d'un film d'Ousmane Sembène, Camp de Tiaroy, qui, Sembène Ousmane, fut lui-même tirailleur pendant une brève période. Mais c'est un extrait d'un autre film d'Ousmane Sembène que je vous propose maintenant comme transition avec ma troisième partie. Il s'agit d'un extrait de Borom Saret, Monsieur Charette, un court-métrage qui date des années 60, qui raconte les malheurs d'un conducteur de carriole à Dakar. L'action se passe donc peu après l'indépendance. L'extrait dure environ 5 minutes et à ce moment-là du film, Borom Saret vient de prendre un client qui déménage sur le plateau. Nathalie, s'il te plaît. Vous avez reconnu peut-être la cathédrale de Dakar tout au début, le marché de Sandaga, et puis évidemment cette stèle qui porte la date de 1960, qui devrait annoncer des changements. Et vous voyez que le Borom Saret constate que rien ne change, tout empire même. Alors, grâce à ce petit extrait, je voudrais maintenant entrer dans la dernière partie que j'intitule la métropole africaine, une nouvelle transformation qui s'amorce dès 1945, se confirme après l'indépendance en 1960 et se prolonge jusqu'à aujourd'hui, qui va donc faire de Dakar une grande métropole. Alors pourquoi ce terme ? Parce que
Une métropole se définit à la fois par la centralité, qui en fait un pôle d'attraction, et le rayonnement. Les deux phénomènes dépassant largement les limites nationales. L'attraction, en fait, elle se lie d'abord dans la croissance démographique. Je ne vous ai pas abreuvé de chiffres jusqu'à présent, mais je suis obligé quand même de vous en donner quelques-uns. Dakar comptait 25 000 habitants en 1914, 100 000 en 1940, 400 000 en 1970, 2 millions en 2000 et plus de 3 millions pour l'ensemble du Cap-Vert aujourd'hui. Autrement dit, en gros, tous les 30 ans, quadruplement de la population. Le Cap-Vert constitue aujourd'hui une gigantesque conurbation qui agglomère près d'un quart de la population de tout le Sénégal. Donc une croissance exponentielle avec une accélération dans les dernières décennies. Dès les années 50, on la comparait déjà à une ville champignon. Et le grand géographe français Jean Drèche disait « Dakar est une de ces métropoles monstrueuses dont la croissance accélérée désespère statisticiens et urbanistes ». Alors qu'est-ce qui explique ce phénomène? C'est évidemment l'immigration, immigration du travail et immigration que je vais appeler immigration de la misère, qui se sont conjuguées pour créer cette ville tentaculaire. Aux emplois liés au port, de nombreux dockers ont toujours été nécessaires pour la manutention, qui était surtout une manutention manuelle. Se sont ajoutés des emplois industriels, surtout à partir de la Deuxième Guerre mondiale, où on a estimé plus judicieux de transformer l'arachide sur place plutôt que de l'envoyer à Marseille ou à Bordeaux. C'est à ce moment-là que les huileries se sont multipliées, Petersen qui existait déjà avant-guerre, mais aussi l'usine Le Sieur. C'est à partir des années 40 donc, que l'odeur de l'arachide règne sur toute la ville, lui donnant une puissante identité olfactive que n'oublient pas ceux qui, un jour ou l'autre, ont visité Dakar. Les périodes de crise agraire poussent également vers la ville une masse de jeunes sans emploi, ce qui est particulièrement vrai dans les années 70, ce dont témoigne justement le film Touki-Bouki, dont le héros est un vacher qui mène ses bêtes à l'abattoir. Dans ces années, la sécheresse a sévi de façon, on le sait, on s'en rappelle, de façon très grave et récurrente dans toute la zone du Sahel. Ces jeunes, donc en grande majorité des hommes, se tournent vers ce qu'on appelle l'économie informelle pour survivre. Vente ambulante, alors c'est la figure familière du banabana, c'est-à-dire du marchand ambulant à Dakar, récupération des déchets, portage sur des chars à bras autour des marchés. On peut évoquer aussi cette terrible image de la mendicité des petits talibés qui portent leur boîte de conserve, des gamins confiés à un maître coranique par des familles trop pauvres pour s'en occuper. Mais il faut aussi mentionner l'immigration du savoir résultant de la concentration des meilleurs établissements scolaires et évidemment de l'université ouverte en 1959. Une fois leurs études terminées, une bonne partie de ces étudiants restent à Dakar comme cadres dans le commerce, la banque, les administrations ou les hôpitaux. Mais une part de cette jeunesse s'expatrie aussi, alimentant une diaspora sénégalaise présente un peu partout en France, mais aussi jusqu'au Canada à cause de la langue et évidemment aussi dans toute l'Afrique. Les transferts financiers de la diaspora vers le Sénégal représentent, il ne faut pas l'oublier, près de 10% du PIB. Depuis longtemps, également, en fait depuis l'époque coloniale, Dakar a aussi attiré des communautés originaires de l'Empire français, les Libano-Syriens spécialisés dans l'import-export et le grand commerce, ou les Marocains ou encore les Mauritaniens, eux vivant du tout petit commerce. Cet afflux de population se traduit dans la croissance physique de la ville, bien synthétisée par cette carte qui permet de visualiser la croissance en taches d'huile de l'agglomération sur toute la période. Au terme du processus, c'est
presque toute la presqu'île qui est urbanisée. La nappe urbaine rejoignant même les vieux villages au nord, les vieux villages de pêcheurs de Yoff ou de Ngor. La phase d'expansion la plus dévoreuse d'espace s'est produite dans les années 50-70, de part et d'autre de la date de l'indépendance. Les plans d'urbanisme mis en place par la France ont été poursuivis souvent par les mêmes équipes d'architectes et les mêmes entreprises après 1960. Alors, une carte synthétise un peu ces grands plans d'urbanisme, dont le premier date de 1946. Il a été sans cesse repris, modifié, ce qui montre qu'on court d'une certaine façon, au lieu de prévoir, on court derrière l'extension un peu anarchique de la ville, ce qu'on appelle la croissance irrégulière de la ville. La fabrique de la ville, je dirais le bricolage de la ville, vont plus vite que la planification. De ces travaux, néanmoins de planification, est né le Grand Dakar. Alors, vous voyez qu'au nord de la Médina, dont j'ai évoqué l'origine tout à l'heure, se développe un nouveau ensemble appelé Grand Dakar. Délimité donc au sud par la Médina, à l'est par la zone industrielle et à l'ouest par la mer. Quand il sort de terre dans les années 50-60, il frappe par son tracé très moderniste, conçu pour la voiture, ce qui n'est peut-être pas idéal, de larges avenues, un rond-point appelé rond-point du jet d'eau, d'où l'eau ne jaillit plus depuis longtemps, un plan radial de quartiers qui s'appelleront successivement 6 Cap Liberté, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 6. L'habitat est conçu pour répondre à une demande diversifiée, grandes villas pour les cadres, petites villas pour fonctionnaires sénégalais, maisons simples pour employés. Quelques immeubles font décor mais restent limités. Une initiative originale montre le côté un peu expérimental de cette banlieue planifiée, les maisons ballons ou maisons bulles, un procédé mis au point par un architecte américain qui consiste à mouler des couches de béton sur un gros ballon gonflé. La construction prend 2 jours, c'est très rapide et donc très économique. Un habitat à bon marché par conséquent. Il en reste quelques exemplaires, mais vous voyez noyé maintenant dans le tissu urbain qui est, on le voit, relativement anarchique. En même temps que se développe le Grand Dakar, une autre excroissance de la ville voit le jour à une quinzaine de kilomètres du centre, c'est la création de Pikine dès 1952. En fait, une sorte de Médina bis, mais beaucoup plus au nord, un lieu également de refoulement. Et vous voyez situé tout près du camp militaire de Tiaroy dont je parlais tout à l'heure. Le but est de déconcentrer la Médina, devenue surpeuplée, et de faire déguerpir, on utilise encore ce terme, les occupants de bidonvilles qui se sont développés dans les marges. La croissance de Pikine est fulgurante, 20 000 habitants en 1959, 140 000 en 1971, 1 million aujourd'hui. C'est pratiquement un autre Dakar dont vous n'avez ici qu'une petite idée, puisque la carte a été dressée en 1966-67. Vue d'avion aujourd'hui, voilà à quoi ressemble Pikine. Une immensité de petits cubes à perte de vue. Non pas un bidonville, mais un parpaingville qui s'étend même jusqu'à la mer maintenant. Parfois, un immeuble plus voyant, en voici un, signale l'investissement d'un expatrié. On le reconnaît tout de suite par ce décor de couleur. Un expatrié qui a donc payé une maison à sa famille, resté au pays. On y observe le même phénomène qu'ailleurs, sur la presqu'île. En marge des opérations planifiées, se développe un habitat dit irrégulier de plus en plus important. L'étalement urbain
en arrive à noyer les anciens villages, par exemple le village de pêcheurs de Ngor. Vous voyez la vue en 1950, on distingue presque les pirogues ou les embarcations sur la plage. Bien, vous voyez ce que ça donne aujourd'hui. Hein, la nappe urbaine a complètement tout submergé. Évidemment, cet étalement urbain pose de gros problèmes de transport. L'odeur de gasoil a remplacé malheureusement celui de l'arachide. 1 million de véhicules traversent pratiquement la presqu'île tous les jours, dans un sens puis dans un autre, puisque le travail est concentré surtout dans la partie sud de la presqu'île. Un autre problème, celui de l'enlèvement des ordures, est également devenu crucial. Il a provoqué, à la fin des années 90, des polémiques très violentes. C'est alors qu'apparaît un mouvement spontané, parti d'associations de jeunes, le mouvement Set Setal, qui signifie en wolof « être propre et rendre propre ». À l'échelle du quartier, des jeunes prennent en main l'assainissement, mais aussi l'embellissement, en prenant des initiatives de décoration des murs. Ils aménagent également des terrains de sport et organisent des concerts. Un street art original se développe, bien toléré par les autorités et les habitants. Alors, quelle est maintenant la puissance de rayonnement de Dakar? On peut surtout l'observer. Alors, voici d'autres exemples de street art, mais je passe assez vite à maintenant le rayonnement culturel de Dakar. J'ai parlé du Festman de 2010, mais c'est évidemment la première édition du festival en 1966 qui a fait date, sous l'égide du premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. C'est lui qui voulut ce festival destiné à célébrer la créativité africaine. Il y invita son ami Aimé Césaire, autre chantre de la négritude, et André Malraux, qu'on voit ici. De grands artistes s'y produisent, comme Duke Ellington et Joséphine Baker. À l'occasion du festival furent créées 2 institutions phares pour Dakar, le Théâtre Sorano et le Musée Dynamique, qui, un temps, fut transformé en école de danse dirigée par Maurice Béjart. Vous voyez que Dakar attire énormément d'artistes à cette époque-là. Inspiré de cette grosse machine, donc du Festman, qui n'a lieu que, vous voyez, tous les 30 ans finalement, une autre manifestation a beaucoup plus de régularité et a acquis même une notoriété aussi internationale. C'est la Biennale de Dakar, intitulée Dak Art, qui se tient depuis 1992, les années paires, avec un succès grandissant. Elle est destinée, cette manifestation, à promouvoir l'art contemporain africain dans tous les domaines. Ces expositions ont lieu dans l'ancien palais, vous voyez la photo de droite, ça se passe là, l'ancien palais de justice, un très bel espace situé tout au nord, tout au bout de la presqu'île. Au contraire, c'est tout au sud. Le grand sculpteur, alors on le connaît à Bordeaux, le sculpteur Ousmane Sow, on le connaît parce qu'il a exposé en l'an 2000 ses sculptures à Bordeaux. Vous voyez le pont derrière. Ousmane Sow s'est beaucoup investi jusqu'à sa mort pour promouvoir cette biennale. Un prix d'ailleurs porte son nom et depuis peu décerné donc, lors de cette manifestation. À côté de ces manifestations institutionnelles à grand spectacle, une autre expression culturelle irrigue la ville. Elle est multiforme, spontanée, irrégulière, comme une bonne partie de l'habitat, éphémère, sans sponsor. On en a vu une manifestation avec les peintures murales, mais il y en a d'autres manifestations, comme par exemple des expositions de peinture dans la rue, des peintures sous verre, comme on l'indique, c'est-à-dire sur verre en réalité,
qui, dans un style naïf, représente des portraits, mais aussi des scènes de la vie quotidienne. Et là, cette peinture sur verre d'un car rapide, car il s'agit de cela, me fait considérer que la décoration même des cars rapides constitue une forme d'art aussi, d'art populaire. Et c'est si vrai que par un étonnant retour des choses, c'est devenu, la décoration d'un car rapide, c'est devenu un objet digne d'être exposé au Musée de l'Homme à Paris. C'est tout à fait étonnant. Je terminerai ce tour d'horizon du rayonnement culturel par où finalement tout a commencé pour Dakar. Je veux parler de l'île de Gorée, dont Dakar a été, vous l'avez vu, une excroissance et qui aujourd'hui est une commune d'arrondissement de Dakar. Un site majeur de l'histoire de la traite négrière. Gorée a été le tout premier site classé en 1978 au patrimoine mondial par l'UNESCO. C'est vraiment le premier site classé par cet organisme. Visité par de très nombreux touristes dans les années 70, en particulier par beaucoup d'Africains américains qui voulaient y retrouver leurs racines. Du pape Jean-Paul II au président Obama, on ne compte plus les sommités mondiales qui s'y sont recueillies. Pourtant, voici quelques photos de cette île magnifique. Eh bien, cette île attend toujours une restauration intégrale et un musée d'interprétation digne de ce nom. Alors, en conclusion, je serais tenté, au fond, par un accent tantôt pessimiste, tantôt optimiste. Une conclusion plutôt pessimiste insisterait sur la crise urbaine dont Dakar, comme bien d'autres villes, offre le spectacle. Embolisation de la circulation, mauvais état des services et des espaces publics, étalement urbain dont l'habitat est d'autant plus dégradé qu'on s'éloigne du centre. L'encombrement est tel qu'un projet de déplacement vers une ville nouvelle est en cours. Il s'agit de la ville de Diamniadio, à une 50aine de kilomètres, cette fois en dehors de la presqu'île du Cap-Vert. Alors, quel sera l'avenir de cette ville nouvelle? On ne sait pas trop. Un TER, en tout cas, existe déjà pour la relier à la gare de Dakar, qui a retrouvé du service parce qu'on avait désaffecté complètement la ligne Dakar-Saint-Louis. Une autre conclusion plus optimiste mettrait en évidence la créativité populaire que j'évoquais, qui invente des manières nouvelles d'habiter la ville, de se la réapproprier, de la réorganiser en permanence, d'y vivre d'activités, souvent informelles, il faut le reconnaître. D'un côté, un constat d'échec des normes administratives et d'un mode de gouvernance centralisé, hérité de la colonisation. De l'autre, la multiplication encourageante d'initiatives prises à l'échelle des quartiers. Et pour terminer, je citerai cette phrase de l'écrivain Mohamed Mbougar Sarr, prix Goncourt en 2021, dakarois d'origine, qui décrit bien cette ambivalence dans cette formule. Dakar est un miroir de concentration du Sénégal où se reflètent le meilleur et le pire du pays. Je vous remercie. Alors, j'ai été peut-être un peu vite, mais je voulais réserver un petit moment d'échange éventuellement avec vous. Peut-être que certains ont vécu ou ont visité Dakar et j'aimerais bien avoir leurs sentiments, ou bien il s'agira de remarques plus générales. Oui, bonsoir. J'ai le souvenir du collège de Anne. Vous ne l'avez pas montré. Le collège de Anne. Le collège de Anne. Il y a beaucoup d'établissements scolaires à Dakar. Anne a d'abord été un quartier. Je ne sais pas si vous avez bien
noté sur la carte de déplacement des quartiers lébous. Anne a d'abord été un quartier de Dakar qui s'est déplacé effectivement vers l'ouest, et c'est une des banlieues de Dakar, effectivement. Alors, oui, je suppose qu'il existe un collège de Anne. Merci bien. Oui, puisque vous avez demandé si certains avaient vécu à Dakar, alors moi, vu mon âge un petit peu canonique, j'ai passé une partie de mon enfance dans le Dakar colonial, puisque c'était dans les années 50, 54, 57. Et je ne suis revenue à Dakar que très longtemps après, et j'ai été frappée en marchant sur le plateau, justement, par le fait de retrouver exactement mes souvenirs d'enfance. C'est-à-dire que le plateau, on a l'impression qu'il est figé dans le temps. Ce lieu colonial qui a été conçu de façon dont vous avez montré les plans, ça n'a pas changé. Et j'ai été impressionnée par l'extension de la ville de Dakar, puisque moi, les souvenirs que j'en avais, c'est que, puisque nous habitions à Ouakam, c'est qu'il y avait quand même une certaine distance, un parcours entre la ville de Dakar et Ouakam. Et là, les constructions, je ne dirais pas anarchiques, c'est des constructions liées au tourisme, elles sont quand même assez anarchiques et elles envahissent tout, et notamment ma petite plage de Ouakam qui est envahie et que j'ai eu du mal à reconnaître. Mais vraiment, le sentiment qui m'a frappée, c'était surtout ce socle d'architecture coloniale du plateau qui semble immuable. Alors, est-ce que c'est en lien avec la nostalgie de tous les Français qui ont été là et des Bordelais, parce qu'alors là, oui, c'est sûr qu'il y en a eu beaucoup. Est-ce que cette architecture a été, à la force, ce que vous avez dit pour plusieurs exemples, intériorisée et intégrée oui, certainement. De façon africaine. Oui, oui, tout à fait. Bon, d'abord, il faut dire que, évidemment, le plateau est maintenant habité par les Sénégalais eux-mêmes, bien entendu, hein, qui ont investi l'hypercentre de Dakar. Mais comme vous dites, la population a toujours été attachée à ces emblèmes finalement de la ville, et au point, je l'ai dit, qu'on reconstruit à l'identique ce qui a été détruit. Le marché de Sandaga dont je parlais tout à l'heure, qui était devenu vétuste, mais dans un état de délabrement très avancé, d'ailleurs on le voit sur le film hein, tout à l'heure, vous l'avez remarqué, eh bien il a été en partie détruit, en grande partie détruit, parce qu'il ne tenait plus debout, mais il est question de le reconstruire à l'identique. Il y a un attachement assez stupéfiant de la population, quelle qu'elle soit, à ces emblèmes de la ville. Parce que Dakar a toujours passé pour être une ville agréable, où il fait bon vivre, une ville aussi qui se distingue du reste du pays. Ça aussi, il faudrait parler un peu de cette fierté des Dakarois, de cette peut-être quelquefois arrogance même des Dakarois, je parle des Sénégalais eux-mêmes, par rapport au reste du pays, au point que les Dakarois disent à leur connaissance « tu diras bonjour à ceux du Sénégal hein, », quand ils croisent quelqu'un qui part un peu vers l'intérieur. Bon, c'est assez révélateur. Oui, merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez appris. Et moi, je voulais vous poser une question sur qu'est-ce que vous voyez comme devenir pour le Sénégal, avec quelle influence des autres pays
autres que la France, comme la Chine et la Russie, sur ces pays qui s'implantent un peu partout en Afrique? Écoutez, je pourrais dire la même chose d'autres pays, hein, parce que, comme vous le dites, oui, beaucoup de pays africains connaissent donc cette forme de désaffection par rapport à la France, qui peut s'expliquer de bien des façons, hein, parce que l'arrogance de Sarkozy, eh bien, on peut la trouver dans d'autres bouches, hein, dans d'autres formules. Malheureusement, il y a cette espèce de supériorité qui n'a jamais été abandonnée finalement par l'ex-colonisateur, il faut bien le reconnaître. Et puis, il y a la puissance également des investissements. Vous parlez des Chinois, en effet, ils sont bien présents au Sénégal. Ils l'étaient déjà depuis les années 70. Hein. Les Chinois avaient, par exemple, organisé des fermes, etc., essayaient d'expérimenter certaines cultures. Donc ils sont présents en réalité depuis longtemps. Mais depuis quelques années, leurs investissements sont tout à fait remarquables, y compris dans le domaine culturel. Abdoulaye Wade, le président dont je parlais tout à l'heure, a voulu faire comme Senghor. Hein. Il a donc fait aménager aussi un théâtre, un grand musée aussi. Eh bien, ce musée a été construit par les Chinois. Donc, incontestablement, la Chine, la Russie, c'est une autre affaire parce que, bon, la Russie n'aura peut-être pas les finances nécessaires pour continuer ses investissements en Afrique, ou sinon que d'une façon militaire. Mais la Chine, incontestablement, marque des points en ce moment dans tous les pays africains. Et alors, si on veut malheureusement évoquer l'actualité, vous avez remarqué que bon nombre de pays africains, lors des résolutions de l'ONU, se sont abstenus, hein, pour marquer leur différence, hein, et au fond la volonté de ne pas choisir, hein, véritablement entre le camp occidental et en particulier le camp, on va dire, des pays autocratiques. Mais l'investissement est très très présent et évidemment ce n'est pas un hasard si les Chinois s'intéressent à Dakar, qui est évidemment toujours un très grand port. Pour continuer dans cette même veine, et je ne connais pas Dakar. La dernière fois que j'y suis passé, il doit y avoir 70 ans. Une dame tout à l'heure parlait d'âge canonique, c'est aussi mon cas. Je voulais vous demander ce que vous pensez d'une, je ne sais pas comment définir les choses, une espèce d'ambiance que j'ai constatée au Mali récemment, où je n'étais pas retourné depuis très longtemps, où les Chinois, effectivement, ont la main sur tout le BTP, construisent, financent, etc. Mais quand on a l'occasion de visiter certains bâtiments publics qui ont belle allure, le palais de justice, dans le style soudanais que vous avez décrit, je constate à l'intérieur qu'il y a des fissures partout. Et quand j'interroge le procureur général, on me dit ça sont les Chinois. Quand on leur a fait remarquer, ils nous ont dit c'est la maintenance, ça vous regarde. Ils ont également mis la main sur toute l'industrie textile du Mali, qui était une industrie tout à fait florissante et de très grande qualité, car c'est un pays où on cultive le coton et de manière très naturelle, à la main. Et par ailleurs, pour revenir à un autre sujet, en ce qui concerne l'architecture, vous parliez tout à l'heure du style soudanais. Il existe, alors je ne sais pas si c'est en général dans tout le Mali, mais la seconde ville du pays, Ségou, que je connais particulièrement bien, il est interdit de
reconstruire ou de construire dans les quartiers qui ont été construits il y a des dizaines et des dizaines d'années, selon le style soudanais, de construire autrement. Et donc ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, de cet attachement, et je me demande ce que signifie cet attachement. Il y a certes tous les différends et bien fondés entre la France et ses anciennes colonies, mais j'ai l'impression qu'il reste un attachement qui est assez profond d'un certain type d'échange. Je n'en veux qu'un dernier exemple, et je m'arrêterai là. Pour avoir fait quelques missions au titre des droits de l'homme il y a peu de temps au Mali, je me suis retrouvé bombardé président d'une association dont le but est l'encouragement, l'association à l'aide à l'enseignement du français et des mathématiques. Comme je ne connais rien aux mathématiques, je me consacre au français, et qui consiste évidemment, cette association en France, à recueillir des cotisations pour financer l'achat de livres en français pour les enseignants et les élèves. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de tissu quand même, et cette association a été déclarée auprès du gouvernorat de Bamako, exactement dans les mêmes procédures que les nôtres, et le gouvernement actuel ne s'est absolument pas opposé, au contraire. Le conseil d'administration comprend un ancien gouverneur, un ancien ministre, etc., etc. Je me demande quand même, je n'arrive pas à qualifier cette espèce de courant, peut-être souterrain, je ne dirais pas d'attachement à la France, mais d'attachement à des relations quand même qui sont ressenties comme dommage de rompre. Excusez-moi d'avoir été si long. Oui, je crois que vous avez en partie répondu à vos propres interrogations. Moi, je serais plus nuancé. Je considère qu'au Sénégal, que je connais mieux que le Mali, il y a malheureusement, enfin on peut le considérer comme ça, une certaine désaffection par rapport aux Français. L'anglais est de plus en plus privilégié. Donc je serais plus nuancé que vous sur cet attachement. Alors, avant de vous libérer, vous êtes mes captifs, je voudrais vous signaler le film qui suivra la conférence, qui est une sorte de prolongement de Touki Bouki. Pour ceux qui ont vu Touki Bouki, vous pouvez reprendre une autre tasse, un petit peu non pas du même ordre, mais une sorte de prolongement, puisque c'est un court-métrage sur l'acteur principal du film de Touki Bouki. 40 ans après le film, la nièce de Mambéty, Mati Diop, lui a consacré un portrait qui réactualise au fond le questionnement qui était déjà contenu dans Touki Bouki, à savoir partir ou rester. Et au-delà de ce questionnement, il y a aussi dans ce court-métrage cette autre question plus existentielle, que fait-on de sa vie? Puisque c'est la grande question qui se pose au personnage principal. Voilà, je vous remercie et je vous invite donc à voir ce film.